Welcome to the Private Equity Exchange 2007, the only summit bridging the gaps between limited partners, private equity funds, corporate executives, and entrepreneurs. The Private Equity Exchange is the only venue where LPs, private equity firms, corporate executives, and entrepreneurs meet, enabling them to move quickly from ideas to deal crafting. The Private Equity Exchange, the largest private equity event in Europe for CEOs, funds, and LPs. LBO for management teams. Preparation to LBO, the negotiation process from business planning to company valuation. Moi, je vais vous parler un petit peu des process de négociation et surtout des process de vente des sociétés. Donc, comment se font les LBO, quelles sont les différentes étapes. Et la première question qu'on peut se poser, effectivement, c'est avec l'évolution. Il y a eu une très forte évolution des process ces dernières années, avec des process de plus en plus organisés, qu'on appelle même des ventes aux enchères. De plus en plus de candidats, avec un changement du type de candidat, avec dans le temps des candidats qui étaient plus industriels il y a une dizaine d'années et quelques financiers. Aujourd'hui, de plus en plus, on se retrouve dans des ventes aux enchères où il y a quasiment plus que des fonds de LBO qui sont en concurrence entre eux. Et donc, dans ces process, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a encore des négociations ? On va voir, les process sont tellement structurés aujourd'hui que les différents candidats sont censés réaliser leur due diligence, prendre une décision, remettre un prix. Mais finalement, les échanges, et notamment les échanges avec le management, on en parlait tout dans le panel précédent, se font de plus en plus rares et de plus en plus entourés et encadrés. Donc en 10 ans, il y a eu une très forte évolution. Et c'est vrai que les dossiers qui étaient dans le temps plus des dossiers de gré à gré, où effectivement il y avait des processus entre guillemets beaucoup plus flexibles, beaucoup plus adaptés à la société, à l'environnement, à son actionnariat et également à son management. On est passé sur des process beaucoup plus structurés, qu'on appelle des ventes aux enchères, qui sont donc très peu, pas du tout flexibles et surtout avec des étapes très organisées par les banques d'affaires, auxquelles il est difficile de déroger, de sortir. Donc juste, j'ai mis sur les principales étapes, mais que tout le monde connaît. Effectivement, et généralement, on a cette nouvelle période qui sont les teasers, où effectivement, les banques d'affaires arrosent un certain nombre de candidats, et des fois, on s'aperçoit qu'ils approchent même une trentaine, voire une quarantaine de candidats potentiels, où ils donnent sur quelques pages la description de la société. Donc c'est vraiment une vente, je dirais, comme une vente aux enchères, une description rapide de la société pour que les gens marquent leur intérêt et aient droit à passer à la deuxième phase. Ensuite, on a la deuxième phase, qui est la phase d'infomémo, où là, on donne aux candidats beaucoup plus d'informations, un mémorandum qui décrit plus en détail la société, qui la met en valeur, qui la vend. Hein. C'est des documents qui sont bien préparés dans un cadre de vente, donc il faut faire attention quand on les regarde, comment les analyser. Et là, on a 4 ou 6 semaines pour regarder et faire une offre. Et là, la problématique est le délai, parce que même si c'est une offre indicative, c'est pas une offre ferme, donc on n'est pas censé acheter la société le lendemain, c'est une offre relativement engageante, puisqu'après on va se retrouver dans un process où le délai va être aussi très court pour finaliser les diligences et remettre une offre ferme et définitive. Donc on est déjà pris dans un processus où le calendrier est très important, et il faut déjà, dès cette phase-là, avoir fait suffisamment de diligence, avoir une opinion suffisamment avancée sur la société pour pouvoir remettre son offre. Et d'ailleurs, c'est une des problématiques qu'on voit souvent dans les process actuels, c'est qu'il y a un certain nombre de candidats qui remettent des offres et dès le deuxième tour se disent finalement, après avoir regardé, ça ne m'intéresse pas tant que ça et laisse tomber en cours de route. Donc c'est ce que les banques d'affaires essayent de gérer au mieux et donc d'éviter. Mais malgré tout, ce process pousse aux offres pour voir est-ce qu'il y a un intérêt, à quel prix, etc. Et on se retrouve des fois avec des candidats qui ne sont pas si intéressés que ça. Et après, on arrive à la phase de due diligence qui là va durer aussi généralement 6, des fois 8 semaines si on nous laisse un peu plus de temps, et avec un accès à donc beaucoup plus d'informations, donc avec ce qu'on appelle les data rooms. Et là, on vous donne une foison d'informations, et généralement aujourd'hui, ça se fait d'ailleurs sous forme de data room électronique, donc de plus en plus impersonnel. Vous avez accès à des sites où vous trouvez l'ensemble de l'information juridique, comptable, financière, assurance, etc. Tous les éléments dont vous pouvez avoir besoin. Et tout ça dans un délai relativement court. Deuxième élément important qu'on vous donne pour étudier ce dossier pendant les phases de diligence, et qui se fait pratique de plus en plus, c'est vendeur de diligence.
Effectivement, quand vous êtes dans un process qui est relativement circonstancié en termes de timing, vous avez donc très peu de temps pour faire votre diligence. Donc, il y a une bonne idée qui a été lancée par certaines banques d'affaires, c'est-à-dire on va vous aider à prendre vos décisions. Donc, on va vous pré-mâcher l'étude du dossier. Et donc, des vendeurs demandent à des consultants extérieurs de faire des vendeurs de diligence. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans 90% des cas, on a des vendeurs de diligence qui préparés. Alors peut-être pas sur tous les secteurs, parce qu'effectivement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des diligences, effectivement, on parle des diligences financières qui sont les plus communes et qui sont effectivement indispensables, mais après il y a des diligences stratégiques, il y a des diligences d'assurance, etc. Mais au moins, dans la plupart des cas, aujourd'hui, on a des vendeurs de diligence financières et même, je dirais, très souvent des diligences stratégiques. Et là, ça pose un vrai problème pour les acheteurs. Le but de ces vendeurs de diligence, c'est effectivement de vendre la société. Donc la première question qu'on doit se poser, c'est quelle est la qualité de ces vendeurs de diligence. Et on s'aperçoit que sur le marché, on a une très grande disparité de qualité. Alors pas forcément due aux auditeurs, qui sont tous très professionnels, mais aussi parce que quelle est la mission qu'on leur a donnée, dans quelles conditions ils ont fait leur diligence. Et donc on arrive des fois à des vendeurs de diligence qui ont des qualités très différentes. Et deuxième question qu'on se pose aussi sur les vendeurs de diligence, c'est quelle est l'objectivité et l'indépendance de leur jugement. C'est quand même des diligences qui ont été lancées à la demande du vendeur, dont le seul but est quand même de préparer la société à la vente et de l'embellir. Donc il faut savoir lire entre les lignes, il faut savoir rechercher où sont les problématiques dans ces vendeurs de diligence pour effectivement pas tomber dans le panneau et avoir un rapport qui est effectivement toujours très beau, mais qui reflète pas complètement toujours la réalité. Voilà. Malgré tout, c'est un point très positif pour nous acheteurs, notamment pour nous fonds, parce que la problématique d'un fonds, c'est qu'on est obligé on part de zéro quand on étudie une société, en règle générale. On n'est pas des industriels, donc on n'est pas en train d'acheter une activité qu'on connaît particulièrement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on passe beaucoup de temps à faire des diligences dans des process très courts où on a peu de temps pour les faire. La vente de diligence, c'est clairement une aide pour nous. Et c'est une aide aussi en termes de coûts, puisque ça demande des investissements très lourds, et ça nous permet de faire une partie déjà du travail, et donc de limiter l'investissement du fonds. Peut-être deux mots rapidement, parce que je ne vais pas tenir la parole trop longtemps. Tout ce qui est problématique, effectivement, ces process qui ont évolué, qui sont allés vers des process donc, de vente aux enchères, ça a entraîné un certain nombre de problématiques qui ont fait énormément évoluer le métier sur les 10 dernières années. Et le premier, c'est effectivement le calendrier, des calendriers très courts, avec des informations qui sont et un accès limité à la société, ont clairement conduit les fonds à avoir de plus en plus recours à des audits, à des consultants extérieurs. Donc on va rentrer plus en détail après quels sont ces audits, qu'est-ce qu'on y fait. Mais c'est vrai que il y a 15 ans de ça, les fonds d'investissement réalisaient une grande partie des études eux-mêmes avant de prendre une décision, même si après il y avait des études pour confirmer ce qu'on avait pu trouver notre jugement. Aujourd'hui, quand on est dans un process de vente, on n'a plus le temps de faire ça. D'abord, les sociétés aussi sont plus grosses, donc il faudrait beaucoup plus de ressources et on n'a pas le temps de le faire. Donc on a la problématique aujourd'hui de trouver des consultants qui vont nous aider à réaliser ces due diligence afin de pouvoir prendre une décision. Et également, comme le disait tout à l'heure dans le panel précédent, convaincre les banques. Et là, on a une problématique, effectivement, qui est, faire le bon choix, trouver les bons consultants, trouver les gens qui connaissent bien ce secteur-là, qui connaissent bien les entreprises, etc. Et trouver aussi des consultants disponibles. Parce qu'aujourd'hui, dans des process où il y a 10, 20, des fois 30 candidats, le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément 30 auditeurs financiers, 30 auditeurs stratégiques disponibles sur le marché. Et donc, c'est un peu la course aujourd'hui à quels sont les auditeurs qu'on va choisir, quels sont les conseils qu'on va choisir, et les choisir le plus vite possible avant les autres, de façon à pouvoir faire son propre choix. Deuxième problématique qu'on a en tant que fonds d'investissement, c'est les coûts. Effectivement, on se retrouve dans des process où on a finalement une visibilité beaucoup moins grande sur quelle est notre chance de succès, si on va faire l'opération ou pas, contrairement au processus de gré à gré où on lançait généralement nos diligences une fois qu'on avait une sorte d'exclusivité. Là, on est obligé de tout lancer avant même de savoir si on voudra faire le dossier, si on arrivera à le financer et à quel prix on le fera. Et là, du coup, on est obligé de lancer tous les audits. Et malgré tout, les auditeurs, même s'ils sont très conciliants, sont quand même représentent des coûts significatifs pour les fonds d'investissement. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique, savoir à quel moment on décide d'engager des coûts, à quel moment on retient des consultants, et comment on gère ce process. Voilà. Et la dernière problématique qui est pas la moindre, je trouve, c'est que ces process qui ont beaucoup évolué nous conduisent aussi à travailler dans de très mauvaises conditions. On a un accès très limité au management, on a un accès très limité à la société, on nous donne des informations qui sont préparées, donc pas forcément toujours objectives, et donc et en plus on est censé faire des diligences dans des délais beaucoup plus courts.
Donc la vraie question qu'on doit se poser, et qui est une vraie problématique dans nos opérations aujourd'hui, c'est quelle va être la qualité des diligences qu'on va faire. Et effectivement, arriver à la fin, en fonction de ce qu'on a pu faire comme due diligence, à un jugement éclairé et le plus juste possible pour éviter de prendre des risques inconsidérés. Voilà. L'autre point dont je n'ai pas parlé, mais je vais peut-être dire un mot rapidement, c'est les banques, qui est une vraie problématique aussi. Aujourd'hui, il faut trouver des banques pour financer ce genre d'opération. Donc, on a la même problématique que le consultant, il faut choisir, réserver ses banques à l'avance. On est dans un processus de vente aux enchères, donc il faut être sûr qu'on aura des banques qui nous suivront à la fin. Donc, de la même manière, la question qui se pose, c'est avoir suffisamment de banquiers pour être sûr qu'à la fin, sur celles qu'on a approchées, il y en a au moins une qui nous suit et qui nous soutienne à la fin. Donc, nécessité d'en approcher plusieurs, et comme le marché n'est pas extensif, on se retrouve dans la même problématique que pour les consultants, c'est que si chaque fonds d'investissement qui sont candidats dans une opération veulent approcher 3, 4, 5 banques, on se retrouve très vite en pénurie, et donc on se retrouve dans une situation aujourd'hui qui n'existait pas il y a une dizaine d'années, c'est qu'on travaille avec des banques qui travaillent avec toute la place, et qui travaillent avec tous nos concurrents. Donc des problèmes de déontologie et de confidentialité de l'information qui n'est pas facile à gérer. Merci Michel. Michel, c'est à vous pour nous présenter un petit peu le panorama des conseils et comment le management parvient à s'y retrouver et comment détermine-t-il son conseil. Je ne vais peut-être pas faire le panorama de tous les conseils. En deux mots, Creative Value est une organisation qui intervient quasiment exclusivement pour les fonds de private equity sur deux métiers. Un, la recherche de top management et d'advisors, et deuxième temps, conseil en stratégie. Sur la première partie du conseil en manager, enfin recherche de manager, depuis 2 ans, on a mené à peu près 45 opérations avec des fonds qui vont en enterprise value, qui interviennent sur le panel 82 milliards d'euros. Donc on a une vision, non pas juste, enfin en tout cas un peu large de ce qui peut se faire. Quand je dis 40 opérations, c'est pas 40 opérations successful, puisque par nature on se lock et on lock le manager avec un fonds, et il faut que le fonds gagne. Donc je reviens sur ce que disait Michel Chabanel tout à l'heure. On est sur des processus d'auction extrêmement concurrencés. Donc pour le fonds, quand le fonds nous appelle, il nous appelle pour une chose, c'est l'angle. Quel type d'angle vous avez vous conseille. Alors nous, on intervient, l'angle, il passe souvent par le management. Alors 2 types d'opérations sur les LBO. Soit l'équipe reste en place, donc c'est un LBO dit secondaire, comme on a eu un aperçu tout à l'heure, ou soit c'est ce qu'on appelle une buying operation, c'est-à-dire que le management va changer. Donc notre rôle, c'est à la fois soit de changer le management, soit aux côtés d'un fonds, ou soit d'intervenir très en amont en recherchant ce que l'on appelle un operating partner ou un strategic advisor auprès d'un fonds d'investissement. De plus en plus, les fonds, au vu des auctions qui sont sur des rythmes extrêmement rapides et accélérés, donc n'ont pas peu d'accès à l'information, pas d'accès au management, process extrêmement structuré. Donc les fonds, malgré toute leur intelligence, sont quand même à la base des financiers. Donc sur les processus industriels ou sur certains segments de marché, il est bon qu'ils s'appuient sur ces advisors. Alors les fonds réagissent, enfin en tout cas se comportent de 2 manières. Certains fonds plutôt anglo-saxons recrutent ce qu'ils appellent des operating ou des in-house advisors. Donc ce sont des très grands patrons souvent qui ne sont plus en fonction et qui vont aider, qui ont un contrat l'année avec un fonds d'investissement et qui vont effectivement leur donner des pistes, des ouvertures et des conseils sur les due diligence et sur les cibles que regardent les fonds. Donc ça, ce sont des in-house, donc ils ont quasiment parfois certains une carte du fonds d'investissement. Ou deuxième temps, ce sont ce qu'on va appeler des strategic advisors au coup par coup, c'est-à-dire qu'un fonds nous appelle et nous dit voilà, on est sur tel type de sujet, on est dans la santé, on est dans le FMCG, on est dans l'industrie, dans le luxe, dans le retail, whatever, tous les sujets sont abordés. Je crois que depuis le début de l'année, intellectuellement, c'est énormément enrichi, puisqu'on a même découvert des sujets qu'on connaissait à peine. Donc là, on va chercher, c'est ce qu'on appelle cet operating advisor, donc ce grand patron qui connaît le métier, qui va aider le fonds dans l'approche du business, qui va l'accompagner pendant la phase de due diligence, et qui, si le fonds gagne, au bout du processus d'auction, pourra être au conseil de surveillance et investir lui-même à titre personnel. Donc on revient sur cette notion d'advisor, d'operating partner, investisseur. Ça, c'est très important. Ça peut donner un angle à la fois business,
important pour le fonds, dans les management presentations, lorsque le fonds a une vraie vision du business, est appuyé par un advisor, ça peut lui donner aussi un élément clé et différenciant par rapport à ses concurrents. On a parlé dans le premier panel du fit qui doit se passer entre un vendeur et un fonds d'investissement. Ces advisors, ils sont contributifs et c'est réellement une tendance, en tout cas, que l'on voit de notre côté. Donc ça, c'est pour qualifier la partie approche, angle via le management. Les autres opérations, mais c'est peut-être pas l'objet du débat aujourd'hui, c'est effectivement la recherche de CEO, hein, donc de futurs patrons, buy-in, donc investisseurs aux côtés du fonds dans le cadre du changement d'une équipe de direction. Et là, ce futur CEO que l'on va chercher sera aux côtés du fonds pendant la phase de due diligence, en manière à le conseiller, lui donner effectivement et travailler le business plan. Voilà. Merci Michel. Daniel, si vous voulez bien, donc on aborde ce document essentiel qui est le business plan. Donc, je vous laisse introduire cette partie. Document essentiel en fait pour vous présenter peut-être la manière dont Mazars intervient. Donc Mazars est un cabinet d'audit et de conseil qui travaille en transaction services, soit aux côtés des vendeurs, qui sont souvent des dirigeants lançant LBO primaire ou secondaire, soit aux côtés de fonds d'investissement dans des opérations d'acquisition. Donc nous avons une vision, je dirais, des deux côtés des intervenants dans des opérations de LBO. Et dans cette partie financière, nous travaillons de manière significative plutôt sur le futur, c'est-à-dire sur le business plan, que sur le passé qui est censé être maîtrisé au travers d'un certain nombre de contrôles faits notamment par les commissaires aux comptes des sociétés qui sont cibles. Alors pourquoi un business plan? Parfois même on a des questions un petit peu naïves d'entrepreneurs qui montent un LBO primaire, qui sont assis sur une trésorerie pléthorique, une bonne rentabilité et qui se demandent bien pourquoi brutalement il faut faire un budget alors qu'ils n'en ont jamais fait de leur vie. Pourquoi? Tout simplement parce que la valorisation de l'entreprise se fait aujourd'hui sur le futur, donc sur l'application de multiples, sur des DCF et pas du tout sur des valeurs historiques, pas sur des valeurs bilancielles. Et il faut bien évidemment que les fonds d'investissement puissent vérifier que les parties bilancielles qu'on leur propose des valorisations de fonds de commerce sont bien assises sur une rentabilité future. Donc, je pense qu'il n'y a pas de discussion aujourd'hui sur la manière dont on valorise une entreprise. Alors, deuxième point qu'il ne faut pas négliger, c'est que ce business plan, c'est une sorte d'engagement que prennent les dirigeants sur le futur, et c'est un petit peu également leur examen de passage lorsqu'ils doivent se présenter devant un fonds d'investissement. Est-ce qu'ils sont capables de fournir un gage de confiance à leurs investisseurs en disant voilà comment on voit notre société pour l'avenir, quels sont les leviers de développement, quels sont au contraire les risques auxquels l'entreprise est exposée, et que s'ils ne savent pas bien présenter vis-à-vis d'un investisseur potentiel leur entreprise et sa capacité dans le futur à générer du cash, c'est en quelque sorte un mauvais point dans leur examen de passage du dirigeant. Donc c'est vraiment un document fondamental et sur les chiffres et sur l'aspect confiance qu'il va générer dans le fit qui doit naître entre un fonds d'investissement et un dirigeant vendeur. Alors, quelles sont les qualités du business plan? Premièrement, c'est le business plan sur lequel les dirigeants sont prêts à s'engager. Donc, c'est pas le business plan mirifique sur lequel les dirigeants ne sont pas prêts à s'engager en se disant, de toute façon, je vais donner un business plan plus favorable que je crois parce que les autres vont l'abattre. Je crois que c'est pas ça la règle du jeu. C'est d'essayer de donner un business plan vraisemblable sur ce qu'on croit. Quand on dit business plan, ça va peut-être pas de soi pour tous. C'est non seulement un compte de résultats, mais également un bilan prévisionnel et des flux prévisionnels, puisqu'il y a une culture cash dans les opérations de LBO, et que c'est pas seulement la rentabilité qui compte, mais également combien de free cash flow je vais avoir à la fin de l'opération chaque année pour pouvoir financer la dette que je vais mettre sur mon opération de LBO.
Bon, c'est également, je pense, un business plan qui est mis en perspective, puisqu'on va demander aux auditeurs financiers comme nous d'expliquer la rentabilité historique. Alors, on me dirait, la rentabilité historique, vous nous avez dit que ça ne sert pas à grand-chose puisqu'on achète le futur. Mais l'intérêt de la comprendre, c'est de pouvoir la mettre en perspective, justement, avec le futur. Donc, de bien comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire, comment l'entreprise a réagi vis-à-vis de contre-performances éventuelles, et qu'est-ce qui fait que désormais on est sur un nouveau trend de performance. Donc la nécessité de bien comprendre où est l'entreprise sur son marché, on viendra après sur les due diligence stratégiques et leur importance, mais que ce business plan fonctionne avec la stratégie de l'entreprise. Donc comment de manière précise on peut établir ce business plan, si on en est à une grande première ou si au contraire il faut l'aménager pour présenter l'entreprise? Bon, il n'y a pas de recette merveilleuse, miracle, mais on peut quand même donner un certain nombre de conseils. Je pense déjà que la première erreur serait de donner que des chiffres sans dire comment on est arrivé à ces chiffres. Je crois qu'il est fondamental de dire quelles sont les hypothèses que l'on prend, de bien identifier ce qui est structurant dans le business plan et de bien dire ce qui ne dépend pas de l'entreprise et quelle sensibilité ça va donner au business plan. Par exemple, est-ce que on a pris certaines hypothèses sur le cours des devises ou sur le cours des matières premières. Qu'est-ce qui va se passer si le dollar se réapprécie de 20% par rapport à l'euro? Quelle est la sensibilité? Qu'est-ce que ça peut donner en termes de trésorerie disponible? Je crois que c'est fondamental. Est-ce que la rupture du business plan repose sur des innovations? S'il y a des innovations, quels sont les premiers tests qui ont été faits? Quelles sont les capacités d'investissement qui vont être nécessaires? Bon, autant de commentaires qui sont indispensable pour qu'on comprenne bien le business plan et que l'investisseur puisse se faire une idée de la volatilité des cash flows qu'on lui présente. Autres éléments, être précis sur l'endettement. Et quand on parle de l'endettement, c'est l'intégrer, je pense, dans toutes ses composantes, le crédit bail, les mobilisations de créances, ces choses qui ne sont pas forcément gérées comme de la dette dans le bilan, mais qui feront partie de la dette pour les banquiers qui vont se pencher dans l'opération. Et décrire également la volatilité du BFR et de la trésorerie au cours de l'exercice, puisque ce qui va intéresser l'investisseur, c'est de gérer également les pics de trésorerie. Donc il ne faut pas se focaliser uniquement sur une situation de fin d'année, mais décrire également qu'est-ce qui risque de se passer en cours d'année lorsqu'on a une activité particulièrement saisonnière. Autre élément peut-être, c'est de faciliter pour un investisseur la lecture des agrégats du business plan. Souvent, les entrepreneurs connaissent très bien leurs activités. Ce sont parfois créer une sorte de métalangage de compréhension de l'entreprise qui se passe très bien entre les cadres de l'entreprise. Ils ont leur propre définition de la marge brute, de l'EBITDA. Ils savent comment fonctionne leur comptabilité analytique. Lorsqu'il faut penser que ce n'est pas directement compréhensible, même par un financier aguerri comme les associés des fonds d'investissement, et que eux vont plutôt essayer de trouver des comparaisons par rapport à des entreprises du même secteur et de vouloir faire du benchmark. Or, il faut essayer de se ramener, si possible, à des agrégats qui sont connus de tous, un EBITDA, un EBIT ou une marge brute, mais clairement définie. Autre conseil peut-être, c'est vraiment de se focaliser sur le cash et de présenter des free cash flow pour le futur et pas uniquement un résultat de l'entreprise. Donc voilà un petit peu l'utilité du business plan et comment est-ce qu'on s'attend à ce qu'il soit construit, je pense, pour les fonds d'investissement et comment nous, on essaie d'assister les entreprises à en élaborer si ce n'est pas complètement finalisé lorsque nous arrivons pour essayer de les aider. Merci Daniel. Gilles, je vous propose de continuer avec notamment la dimension du conseil en stratégie et la montée en puissance actuelle de ce type de conseil. Et pour rebondir sur ce que disait Daniel, l'intervention de ces conseils dès l'élaboration du business plan, dans la mesure où ça peut permettre de voir pour l'entreprise quelles sont les pistes d'avenir, notamment en termes de build-up. Absolument. Donc effectivement, comme on l'a vu dans le premier LBO, en gros ce que disait Xavier Moreno, c'est qu'il faut rassurer les investisseurs, c'est-à-dire le fonds d'investissement, les médianeurs et les banques de dette. Et en général, les due diligence stratégiques sont là pour répondre à ces besoins-là, pour rassurer les investisseurs sur la cible,
Donc, il s'agit en gros de mieux comprendre la cible, il s'agit de comprendre son business model et de savoir en gros si ce business model est récurrent et il est pérenne, et si en plus il n'y a pas de risque majeur, ce que Xavier Moreno appelait les downsides, et potentiellement est-ce qu'il n'y a pas des leviers de création de valeur qu'on n'aurait pas exploités aujourd'hui et qu'on pourrait exploiter dans le futur. Alors en gros, c'est quoi une due diligence stratégique? C'est un diagnostic commercial et stratégique de la cible. Ça veut dire qu'en gros, on va regarder, pour schématiser, deux choses. Le marché de la société qu'on regarde. Donc en gros, quelle est la croissance de ce marché? Quelle est la cyclicité de ce marché? Quels sont les critères d'achat principaux des clients de la société cible? On va regarder ensuite les concurrents dans ce marché-là. Évidemment, les parts de marché de la cible par rapport à ses concurrents, les stratégies de développement des concurrents, et on va les comparer à la stratégie de la cible. Et on va regarder aussi une chose qui est importante, qui sont les barrières à l'entrée. C'est-à-dire que ce qui fait peur au fond, malgré tout, et aux investisseurs, c'est de se dire que demain, dans un garage en Chine, il y a quelqu'un qui va arriver et puis qui va bouleverser le marché. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas de barrière suffisante à l'entrée, soit en termes d'innovation, soit en termes de technologie, soit en termes, pourquoi pas, de marque ou de réseau de distribution. Et donc là, si jamais on perçoit que ces barrières-là peuvent sauter, évidemment, c'est un motif de non-investissement pour un fonds et a priori pour une banque aussi. Ensuite, on va regarder schématiquement les positions et la performance de la cible. C'est là où on rejoint un peu ce que disait Daniel, c'est qu'il y a bien évidemment l'analyse des performances historiques de la cible. Et on se dit comment la cible a traversé finalement ces 5 dernières années, est-ce qu'il y a eu des crises, pas des crises, comment elle a réagi. Et on va regarder en fait les drivers, ce qu'on appelle les sous-jacents derrière. C'est quoi la part de croissance des ventes? On va regarder ça par produit, par région. Donc on va analyser ces drivers. Et après, on va passer au business plan, évidemment, et on va essayer de voir la crédibilité de ce business plan en fonction des sous-jacents qu'il y a derrière. En se disant, voilà ce qu'on prévoit pour demain, est-ce que ça paraît crédible? Oui, non. Et ensuite, on va regarder deux choses. On va dire, est-ce que la cible, elle a encore la possibilité de se développer sur son cœur de métier? Et est-ce que potentiellement elle a des leviers d'amélioration autour de son cœur de métier, je sais pas, sur des nouveaux produits, sur des nouveaux marchés, sur des nouveaux clients? Et puis, on va regarder aussi évidemment les leviers d'amélioration opérationnelle, où on va dire, comme l'a très bien dit Daniel et comme tous les fonds le voient, il y a une culture cash. Donc, est-ce qu'il y a des leviers d'amélioration du BFR sur la partie crédit client, sur la partie des stocks, sur la partie des fournisseurs? Comment est-ce que ça peut s'améliorer? Et puis, des leviers d'amélioration, on va réduire en fait, voir s'il y a des possibilités de réduction de coûts, des possibilités d'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Donc on va voir tout ça et on va le valoriser surtout, pour dire au fond, voilà, ça, le BFR, on a vu par rapport au marché, aux concurrents, on peut réduire de X%, ça a une valeur de temps, et donc on peut intégrer ça éventuellement dans notre prix ou dans la valorisation qu'on va faire de cette société. Alors la complication, c'est ce que disait Michel en fait, c'est que souvent on a peu de temps pour analyser la cible. Et nous on a fait une opération dernièrement où c'était une cible qui était présente dans 23 pays, il y avait 165 usines, et tout ça a duré 6 semaines. Alors souvent, les fonds d'investissement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font ce qu'ils appellent les blind pitch, c'est-à-dire qu'avant que la cible arrive sur le marché, ils demandent à des conseils de dire, écoutez, regardez cette cible, et là on a un peu plus de temps. Alors c'est sûr qu'on a moins d'accès, on n'a pas accès au management, on n'a pas accès aux fameuses data rooms, mais on commence le travail, on regarde le positionnement, on regarde le marché, et on évacue une bonne partie des questions, entre guillemets, standards qu'on va se poser, et il nous reste, pour la phase de due diligence, que les questions clés et celles sur lesquelles on a vraiment des soucis de compréhension et qui peuvent être un facteur de go-no-go de l'investissement. Parce que effectivement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on ait un maximum d'informations fiables et vérifiées en un minimum de temps à donner au fonds d'investissement, et c'est de plus en plus difficile parce que les dossiers sont pas tous des petits dossiers, il y a aussi des gros dossiers, et le temps, pour le coup, est toujours le même. C'est entre 4 et 6 semaines, et c'est pour ça que nous, on a fait le pari de se spécialiser sur quelques domaines qu'on connaît bien,
et qu'on continue de creuser, dans lesquels il y a les matériaux de construction et la distribution spécialisée pour être sûr d'apporter de la valeur et de ne pas avoir ce qu'on appelle de temps de setup. Dès qu'on tourne la clé, en fait, dans une due diligence avec des fonds, c'est comme dans une Ferrari. C'est-à-dire qu'on démarre et on est à 100 km en 4 secondes. Quoi. Et donc après, il faut gérer les virages, il faut gérer l'arrivée. Donc pour ça, il vaut mieux bien connaître la voiture, le pilotage, les pilotages cliqués plutôt que la boîte de vitesse. Enfin, voilà, j'arrête là la métaphore, mais en gros, il faut aller vite. Voilà. Merci Gilles. Donc je vais passer la parole à Michel Rouen de Banexi, qui je pense lui a l'habitude de conduire ce genre de belle voiture, et donc qui reviennent avec nous sur ce panel et peut-être en particulier sur le business plan que nous détaillait Daniel, et peut-être dans quelle mesure ce business plan a-t-il toujours ou presque vocation à être faux, même pas totalement faux, mais tout du moins il est quand même difficile de prévoir 5 ans à l'avance les directions que prendront directement les entreprises. Bonjour, donc Banexi travaille dans le low mid cap, donc on n'est pas une très grosse opération, mais j'ai essayé de répondre en général. Donc peut-être 3 remarques. D'abord, la première, donc Xavier Moreno a appelé, il a dit le commerce d'hommes. Bon, commerce d'hommes, c'est un peu compliqué. Mettons, moi je compare souvent un LBO à une course de bateau, donc il faut trouver un bateau, l'armer, et puis l'objectif c'est de gagner, et donc réunir un équipage. Donc on a affaire à des hommes, et donc il faut en tenir compte, et plus les sociétés sont petites, et plus le facteur humain et le côté empathie peut jouer. Et je pense que l'approche qu'a soulevée Michel David, par exemple, très important dans tous les niveaux de transaction, d'avoir à côté de soi des managers professionnels qui puissent apporter, disons, un éclairage autre que purement financier, comme administrateur professionnel à terme, et si possible être impliqué dès l'origine dans le due diligence, est un vrai atout, un vrai angle de différenciation. Et ça, c'est quelque chose que les fonds tentent à cultiver, parce que je pense qu'à la fois du point de vue approche managériale et valeur ajoutée potentielle pour l'investissement à terme, c'est un vrai plus. C'est comme obtenir un vrai barreur, si vous voulez, sur un bateau équipé qu'on fait monter à bord. Deuxième sujet, je pense que les due diligence, et on l'a souligné à la précédente séance, au panel, c'est malheureusement un exercice d'école incontournable et qu'il faut accepter. Alors il y a 3 sujets. Il y a souvent la taille de l'entreprise. On ne peut pas avoir le même process pour une PME que pour un très grand groupe, parce que les outils de réponse sont pas là. Deuxième point, il y a le fait qu'on soit en primaire ou en secondaire. C'est sûr qu'un process de négociation, due diligence et autres en secondaire est beaucoup plus facile et beaucoup plus organisé qu'en primaire. Mais je répète 3 choses. La première, les conseils sont indispensables. Je pense que dans une période de temps limitée, il faut savoir, disons, trouver des conseils. Et aujourd'hui, la profession, sur les 15 dernières années, s'est beaucoup professionnalisée. Toutes les équipes en d'audit ont des équipes dédiées au private equity, donc à la fois des gens qui ont les réflexes, la culture, la disponibilité et le savoir-faire dans le temps très limité. Gilles a parlé de 6 semaines pour faire le tour du monde sur je ne sais pas combien d'usines. Bon, on sait faire aujourd'hui. Alors c'est pas satisfaisant parce que c'est un peu rapide, mais le travail n'est pas bâclé. Il est fait à l'aune, les gens travaillent beaucoup. C'est pas facile. Deuxième sujet, je pense que, et j'interpellerai un peu Michel Chabanel là-dessus, puisque c'est le premier parlant. Je pense que là, il a soulevé 3 sujets. Le premier, comme c'est une histoire d'homme, c'est pas normal qu'on comprime de plus en plus les délais de négociation pour nous éviter de parler avec le management. Il y a un moment donné, c'est comme faire la cour à une femme. On doit, enfin je suis désolé, mais on doit pouvoir parler, parce qu'après tout, on part ensemble faire un tour du monde, donc il est normal qu'on se coopte et qu'on puisse discuter. Et je pense qu'on ne peut pas seulement taper sur une morphopsychologie d'1 ou 2 rencontres. Il faut qu'on ait un peu le temps de mijoter, de réfléchir. Les gens sont un peu comme ça, ils sont un peu ruminants. Je suis agronome de formation. Deuxième sujet, et là donc il faut qu'on trouve le temps, et en même temps il faut que les due diligence soient adaptés pour que les gens, par exemple une PME qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle ne peut pas recevoir 10 bideurs. Il faut faire une sélection. Donc là c'est aux professionnels du M&A de le faire. Deuxième sujet, c'est ce qu'on appelait auparavant l'assèchement du marché, qui était un peu une concurrence comme une autre, aux prix auditeurs. Je pense que la VDD a apporté une réponse à ce sujet. Je ne sais pas ce qu'en pense vraiment Michel, mais moi je suis très militant pour la VDD des vendeurs pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle implique de la part des vendeurs et du management une vraie décision de passer à la vente. C'est-à-dire qu'on a franchi le Rubicon, on va à la vente et on prépare la société en conséquence. Deuxièmement, on se met entre les mains de professionnels qui vont pouvoir éviter, disons, les errements excessifs. Troisième sujet,
c'est cohérent avec le délai limité qu'il y a derrière, puisque ayant, disons, la feuille de route, disons, préétablie, à valider, bien entendu, on gagne beaucoup de temps et le management peut se consacrer sur des réponses essentielles et non pas passer son temps à réunir des informations. En fait, il a un vrai DDQ, comme on dit dans le métier, où en fait, les principales questions-réponses sont organisées par des auditeurs. Il faut savoir que l'auditeur VDD, comme on le dit souvent, bascule en acheteur. Donc, il ne peut pas dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il a une mission, alors elle est plus ou moins définie, ça c'est vrai, elle est plus ou moins complète, mais moi je peux vous assurer par mon expérience qu'ils font le boulot à l'aune de leur déontologie. Et deuxièmement, c'est sûr qu'ils ne vont pas donner plus qu'on leur demande, mais si vous voulez, clairement, à un moment donné, ils vont basculer acheteur. Donc ce qu'ils déclarent en tant que vendeur, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Et un dernier sujet pour interpeller Michel, les financiers. C'est vrai que c'est un petit sujet. Alors un des contours a été le staple financing. Ça n'a pas marché. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué au niveau des banques, si on veut monter un pool bancaire, négocier des conditions bancaires, parce que le principal financier de l'opération LBO, c'est pas nous, hein, c'est le banquier. Une opération, quelle que soit sa taille, le banquier, entre le court terme, le développement plus l'acquisition, il va mettre avec les Metzner entre 50 et 110% des fonds. Chez certains amis plus élevés, c'est 90% des fonds. Donc c'est vraiment le commanditaire de fait de l'opération et un commanditaire qui est nous. Qu'est-ce que tu penses du staple financing pour régler ton problème de financement, Michel? Disons aujourd'hui, dans la période où on est, effectivement, depuis juillet, les banques sont de moins en moins actives pour faire des underwriting. C'est probablement une solution. Quand on se place du côté banquier, le staple financing a toujours aussi posé des soucis auprès des investisseurs, puisque le financement est aussi un moyen de se différencier par rapport à ses compétiteurs. Donc s'il y a un staple financing fixé, après, je dirais que si on a peu d'accès au management, staple financing déjà fixé, la différenciation entre fonds devient très fine. Donc c'est vrai que ça ne s'est pas tellement développé à la fois, je pense, parce que les banques n'étaient pas très pour, et également parce que les investisseurs préféraient essayer d'optimiser chacun de leur côté en disant je vais peut-être trouver mieux que le staple financing. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans un environnement un peu plus difficile où le marché pour les banques est très difficile en termes d'underwriting, c'est probablement une solution, effectivement. Faire des staple financing avec déjà des pools de banques qui sont prêts à underwriter faciliteront les mises en place de transactions. Daniel, sur le business plan, je pense que le fait qu'on étudie un business plan à fond et qu'on se projette dans l'avenir, est important. Il y a un moment donné, il faut que le commandité, qui est en fait le general partner, le sponsor, comme on dit dans les bateaux, chez nous, il faut qu'il fasse sien le business plan. C'est-à-dire qu'il ne peut pas déléguer. C'est une fonction vitale dans notre process de décision et notre valeur ajoutée par rapport aux investisseurs qui nous prêtent de l'argent. Il faut qu'on fasse soi ce business plan. C'est trop facile de dire le business plan a été fait par Daniel Batude. Il sera bien fait. Et à un moment donné, il faut que le management s'exprime correctement en toute nuance dans ce business plan. Et je crois que le précédent manager d'Elphar m'avait dit, à un moment donné, on bascule acheteur-vendeur. Parce qu'en LBO secondaire, même en primaire, le management qui va investir, va devenir acheteur, il a un problème d'histoire à raconter, à la fois passé, présente et futur, et des pressions. Je pense qu'il faut que le business plan, donc ça c'est le boulot des auditeurs, s'assure, et je crois que c'est pas très facile en due diligence, de prendre un business plan cohérent, rationnel, raisonnable, qui donne des marges de manœuvre, et je pense qu'il est très important ce qu'a dit Daniel. En LBO, il y a un point particulier, c'est qu'on a un point mort plus élevé que le point mort d'exploitation classique que l'entrepreneur, c'est le point mort financier. Ce point mort se traduit par du cash qu'il faut rendre disponible. Et pour un agent d'entreprise, c'est comme changer un peu le curseur d'une voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Il a l'habitude d'un point mort d'exploitation, où il sait qu'amortissement, machin, il peut se débrouiller. Là, il a un point mort qui est un peu invisible, qui va commencer à comprendre, qu'il connaît bien en secondaire, qui est le point mort financier. Et les frais financiers supplémentaires, il y a un remboursement de dette à faire, et puis en plus, il y a des convenances à avoir en tête, donc le bilan ne peut pas avoir n'importe quelle figure à la fin de l'exercice. Donc le boulot des auditeurs, c'est en fait d'aider le management, en primaire en particulier, en due diligence, je ne dis pas d'éduquer, mais de lui faire prendre conscience très rapidement de tous ces éléments. Et ça, c'est un boulot formidable que font les auditeurs, en dehors de leur boulot, disons, de vérification et de cohérence. Il y a un boulot implicite, si je puis dire, de familiarisation. Je dirais pas éducation, c'est pas le bon terme, mais de familiariser les managers avec ces convenantes. Parce que, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, c'est pour les banquiers principaux financiers de l'opération le moyen, par les convenantes, régulièrement d'avoir des rendez-vous. Et c'est sûr que dès que ça dérape, c'est un peu le tribunal. Enfin, j'exagère un petit peu, mais il y a un peu un jury du genre, bon, expliquez-moi pourquoi, etc. Et c'est important que les gens comprennent cette mécanique avant de partir pendant 5 ans. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez des réactions des managers pendant due diligence, Daniel. Comment est-ce qu'ils font pour alimenter en chiffres, en réflexion, sous la pression
acheteur-vendeur, si je fais un business plan de sorte que vous puissiez considérer qu'il est cohérent et qu'il est raisonnable? Nous, on intervient de deux manières. Donc, on intervient dans des VDD où là, on a le temps pour nous, c'est-à-dire que le management a défini déjà un projet et on travaille à l'accompagner pour lui dire, voilà, le business plan qu'il faudrait faire, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. C'est pas Daniel Battu ni Mazars qui va faire le business plan, ça faut être clair. C'est l'idée du management, c'est le concept du management. Après, on peut le challenger sur ses hypothèses, on peut lui prêter de charmants collaborateurs qui sauront bien manipuler Excel, mais c'est des hypothèses qu'il doit définir et qu'on va challenger ensemble. Donc, ce sera le business plan de l'entreprise. Donc ça, on intervient côté vendeur dans un processus de maturation et on a le temps. Bon. Côté acheteur, là, on est un petit peu plus violent puisqu'en fait, ce qu'on doit nous fournir, c'est des hypothèses qui sous-tendent le business plan. Et il y a la vérification qui vient comme un coup près assez vite. C'est que généralement, le business plan a été fait pour l'infomémo lorsque le deal est intermédiaire. Nous, on arrive, disons, quelques mois après et on nous dit, Mazars, dites-nous quel est le current trading. Et là arrive le current trading et il y a toujours un écart puisqu'un business plan par construction est faux. Et là, je crois que ce qui est intéressant, c'est que les managers puissent nous expliquer le pourquoi de l'écart. Qu'il y a un écart est normal, qu'on ne sache pas expliquer pourquoi on a fait mieux ou moins bien. Ça, c'est très ennuyeux parce que ça dégrade le climat de confiance. Et moi, j'ai vu un deal récemment, on était en exclusivité, on travaillait pour un fonds acheteur. Les performances ont été bien meilleures que prévues, mais avec du mieux partout, c'est-à-dire sur le chiffre d'affaires, ça c'est bien, mais sur la marge brute, sans qu'on puisse nous expliquer pourquoi. Et ça a été vraiment un deal breaker, parce qu'on en a conclu qu'il y avait un manque de maîtrise de la part du management de ce qui était son business à suivre au quotidien. Donc là, on travaille en vérification, en cohérence et en contrôle avec là où on en est au moment où on intervient. Juste peut-être un petit commentaire sur ce qu'a dit Daniel. Il faut savoir que le business plan qui sort, il part partout. Notamment dans les syndications bancaires, c'est un nœud très important. Il faut savoir que les banquiers font leur crash case. Donc vous avez un business plan managérial, vous pensez qu'il est bien. Il faut savoir que derrière le banquier, avec une décote qu'on ne connaît pas toujours, va faire des crash cases qui fait que ça passe pas, et ça peut rejeter un dossier ou créer des problèmes de rémunération plus ou moins importantes ou de tranche A, tranche B. Deuxième commentaire pour terminer, parce qu'il va falloir qu'on boucle rapidement, peut-être pour, disons, adresser Gilles. Je pense qu'il est très important en matière de due diligence. Beaucoup de gens en PME disent « Oh, le stratégique, c'est du baratin, c'est pour rassurer les investisseurs ». C'est un peu vrai, parce qu'il faut une feuille de route à peu près normale avec des parties. Mais je pense que le côté due diligence que font les gens comme Creative Value a trois avantages. D'une part, c'est l'instant ou jamais, ça arrive parfois dans une vie, de réfléchir à une boîte. Et le LBO le permet, c'est-à-dire qu'il y a des choses importantes. Donc, faites un état des lieux complet, c'est important. Deuxième point, pour nous, ça crée un guide de route, notamment pour la croissance externe. On pré-identifie des opportunités ou des fragilités. Donc, on est beaucoup plus aguerri, entre guillemets, pour démarrer vite dans une opération d'LBO où on reste en général 4-5 ans. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir ce type d'approche. Alors, c'est adapté en fonction des sociétés. Mais cette approche un peu vision à long terme de la société, de son environnement, de sa concurrence, pour nous, c'est assez important, pour pas dire très important, en matière de plan de route, acquisition, développement externe. Voilà. J'ajouterais juste une chose, c'est que de plus en plus, nous, on développe, nous, je dirais, les conseils au sens large, on développe une approche où il y a ce qu'on appelle le plan à 100 jours. Et le plan à 100 jours, ça n'est que la feuille de route, finalement, qu'on va se donner sur les 100 premiers jours avec les différentes actions qu'on va mener dans l'entreprise. Alors évidemment, ce plan à 100 jours, il est différent quand on est sur un LBO primaire, où en général, on va regarder des thèmes assez classiques. Et quand on est sur un LBO secondaire, en général, on a ce qu'on appelle vendu une histoire. C'est-à-dire qu'on a dit, vous voyez comme j'ai été performant sur le LBO primaire, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Et puis, cher monsieur, si vous me rachetez, c'est pour aller faire ça, me développer à l'étranger, me développer sur des nouveaux produits, etc. Et ce qu'il faut absolument, ce dont il faut être sûr, c'est que cette histoire, elle est faisable, elle est véridique, elle est vraisemblable. Et en plus, ce qu'il faut, c'est que dans un LBO, ce qui est important, c'est que le temps, c'est de l'argent. Donc, plus on a balisé le terrain des 6 premiers mois du premier LBO pour le mettre sur les rails, après une période, comme l'a dit le CEO d'Elfarm, qui est assez pénible, parce que c'est une période où on répond à beaucoup de questions et où on est moins focalisé sur le business et plus sur la vente. Moi, j'étais avec
un dirigeant hier qui disait, mais c'était une boîte assez grosse, mais qui disait, on a passé quand même finalement 6 mois après la vente à se remettre dans le business pour y aller. Et il disait, on a refait un plan à 100 jours, mais si on l'avait fait un petit peu avant, peut-être que ça nous aurait aidé pour dire, ben voilà les étapes, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, j'en ai terminé sur les. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais. Si, merci. Merci à tous.